Donc, bienvenue à la maison du mineur de la Rancombe. Vous êtes ici dans un ancien lavabo où, bien sûr, les mineurs prenaient leur douche. Et aujourd'hui, c'est un musée qui est ouvert à la visite puisque nous recevons beaucoup de clients, si on peut dire comme ça. On franchit presque les 12 000 personnes par an. Donc, c'est un lieu à la fois de mémoire, mais c'est un lieu aussi culturel puisqu'on apprend ce que fut l'exploitation minière. Donc là, vous voyez, je suis dans une cuisine, enfin une cuisine qui était à l'époque, moi je l'ai connue parce que je suis né dans les années 61, et quand on allait chez mon grand-père, c'était comme ça. Donc c'était des petits appartements où vivaient plusieurs personnes. Voilà. Donc là, vous voyez de ce côté-là un fourneau, ce qu'on appelle un fourneau, et après, il fonctionnait au charbon. C'est-à-dire qu'avant que ce lavabo existe, il a été construit en 1935, auparavant, les mineurs se lavaient dans leur maison, dans ces baignoires, petites baignoires, ces gros plats que vous voyez là. Et donc, ils faisaient chauffer l'eau, ça fonctionnait au charbon, l'eau coulait de côté, et il pouvait y avoir de l'eau chaude pour se laver. C'est que plus tard, ils sont venus ici se laver en 1935. Voilà, donc une fois que les mineurs avaient travaillé bien sûr au fond, ils descendaient les escaliers que nous allons monter puisque nous allons voir du Ricard, arrivaient ici, descendaient leur panier. Chaque mineur avait un panier qui avait un numéro bien typique. Il y avait 1800 paniers, ça arrivait jusqu'au fond. Donc une fois que le mineur prenait ses affaires, posait ses affaires sales, ce qu'on appelait le despoil, prenait ses affaires propres et allait dans les douches pour prendre sa toilette. Donc vous êtes là dans les douches où les mineurs venaient prendre leur douche, bien sûr faisaient leur toilette. Alors il y a une anecdote, puisque vous voyez comment c'est très long d'ailleurs, et chaque mineur ne pouvait pas se laver le dos. Donc il y avait une coutume chez nous, ils prenaient l'éponge du mineur de devant et ils se lavaient tous le dos à la file indienne. C'était une coutume. Il y a une autre anecdote, vous voyez les porte-savons qui sont cassés là. Ça n'a pas été cassé par plaisir, ni par vandalisme. Il faut savoir qu'au-dessous, il y avait des chaudières à charbon pour chauffer l'eau. Et il y avait quelqu'un qui était, bien sûr, pour charger ces chaudières-là. Et quand à 10 heures du soir, les mineurs travaillaient à 800 mètres de profondeur avec une chaleur de 45 degrés, parce que c'était un puits très chaud, il faisait peut-être moins de 10 quand ils ressortaient, bien sûr, de nuit. Ils avaient besoin que l'eau soit très chaude. Donc, ils prenaient leur petite galoche qu'ils faisaient, je vous la ferai voir tout à l'heure, et ils tapaient sur le porte-savon pour réveiller le gars qui était dessous, en lui faisant comprendre qu'il fallait qu'il charge beaucoup plus de charbon pour que l'eau soit beaucoup plus chaude. Donc, ici, nous sommes devant une reconstitution de galerie. Alors, vous voyez ce qu'on appelle un boisage anglais. E-T et non A-I-S. Il existe 80 sortes de boisage. Ce que les mineurs utilisaient, c'est le pin noir d'Autriche, qu'on a fait venir dans les années 1800, parce que c'était un bois qui n'était pas onéreux, qui n'était pas cher. Et l'avantage qu'il y avait, une fois qu'il était sec, au fond de la mine, quand il craquait, ça voulait dire qu'il y allait avoir un éboulement. Donc les anciens mineurs, quand ils entendaient craquer ce pain, là, disait vite, il faut qu'on s'en aille puisque il va avoir un éboulement. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il existe 80 sortes de boisage. Donc celui-là, c'est anglais, ET, et vous voyez que cette reconstitution a été vraiment bien faite, car au fond des mines, une fois qu'ils avaient arraché le charbon, sur des trentaines, voire des 300 mètres de galerie, il fallait reconstituer la galerie pour les autres mineurs qui viendraient le lendemain ou qui viendraient retravailler dans ce chantier. Voilà, on se trouve devant une manufacture de 1873, qui était d'ailleurs un peu plus haut dans cette montagne, et c'est là où on y faisait des lampes de mine, la lampe de mine Marceau, dont vous voyez maintenant le panneau explicatif. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que ça fonctionnait au charbon. Il y avait le tour, il y avait une multitude d'ajusteurs, de ferronniers, et de tout ça, quoi. Et ils construisaient là cette lampe de mine qui a été une des plus grandes.
lampe de mine sur la Rancombe avec la lampe fumant. Donc voilà, on se trouve devant le puits Ricard, qui a été creusé de 1132 à 1135. Pourquoi il s'appelle puits Ricard? Puisque celui-là qui a payé pour le faire foncer s'appelait Joseph Ricard, il était de Marseille. Alors peut-être qu'il y a une apparition du pastis Ricard, mais bon, pour le moment on n'en est pas sûr. Donc c'est lui qui a fait foncer ce puits, il a été opérationnel dès 1935. Je vous disais tout à l'heure qu'il a brûlé en 1938. Un coup de grisou, la veille de Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, c'est la fête des mineurs ici. C'est une grande fête. Et malheureusement, ce jour-là, il y a eu 2 victimes. Et on a invité 200-250 mineurs qui devaient descendre juste après. Donc ça aurait été vraiment un drame, même si ça l'était. Voilà, donc nous, on se retrouve là, devant le panneau explicatif que voyait le machiniste. C'est-à-dire qu'il savait à quelle distance il fallait faire descendre la cage ou la faire remonter. Il fallait la faire monter ou la faire descendre, peu importe. Il y avait 400 mètres, 500 mètres, jusqu'à 800 mètres. Et il faut savoir qu'il y avait 2 cages. Une cage qui faisait descendre les hommes et une cage qui faisait descendre le matériel. Et vice versa. On ne mélangeait jamais les hommes avec le matériel. Jamais. Donc là, on se trouve avec la cage du puits Ricard. Donc cette cage-là descendait à 36 km/h. Ça faisait du 9 mètres secondes. Ça allait très vite. Les hommes étaient 35 en haut et 35 au milieu. Ils se tenaient par une barre. Mon papa a descendu 31 ans de ce trou. Alors, j'ai toujours posé la question, mais est-ce que papa, tu avais peur quand tu descendais? Oui, le premier jour. Mais à bout de 30 ans, on oublie complètement. Donc voilà, nous sommes dans la salle des machines dont je vous parlais tout à l'heure. C'est unique en Europe, ce que vous allez voir. Et vous voyez le tambour bicylindré conique avec toute l'infrastructure. Et le personnage qui était en bas était très important, c'était lui le machiniste. Il ne fallait pas qu'il se trompe, il ne fallait pas qu'il soit sourd non plus, parce qu'il y aurait malheureusement eu des accidents. Il n'y a jamais eu d'accident par rapport au machiniste. Ni de cage qui ont tombé, ni d'autres trucs comme ça. Donc c'est unique en Europe. Et si vous voyez quelques visiteurs aujourd'hui, et ça nous fait plaisir. Donc là, on se trouve au culbutage. Alors, qu'est-ce que le culbutage? Vous le voyez là, cette espèce de truc rond. Truc, c'est peut-être pas le mot. Donc, quand les berlines sortaient du fond, pleines de charbon et mélangées avec des pierres, ça arrivait ici et elles étaient culbutées dans d'autres berlines. Ces berlines qui étaient maintenant vidées, replongées dans le puits pour aller être remplies par les mineurs. Et celles qui étaient pleines partaient vers le fond et elles allaient au-dessous de cette route pour être d'abord triées par les trieuses, elles avaient des pierres, et le charbon était lavé, concassé, on en faisait des boulets à charbon, et des briquettes que vous avez vues en bas avec une croix de marine. C'était Napoléon III qui les avait fait faire pour les bateaux à vapeur. C'est pour ça qu'il y avait une croix de marine. Et quand il y avait 2 flammantes de côté, 2 petites grenades si vous voulez, c'était fait pour les locomotives à vapeur. Parce que tout fonctionnait à la vapeur à l'époque. Donc on avait besoin de notre charbon. Alors il faut savoir que ces briquettes-là, on fait voguer les plus grands paquebots du monde dans les plus grands océans du monde. Voilà. Et ça venait du puits Ricard de la Rancombe. Donc voilà. Ici, nous sommes en présence de trieuses. C'est-à-dire que les dames ne travaillaient pas au fond de la mine, mais elles travaillaient en surface. C'est-à-dire qu'elles étaient dans un bâtiment en bas. Nous, on les appelait les placières, parce qu'elles étaient sur une place. Et elles enlevaient les pierres du charbon. Parce que quand le charbon sortait du fond, il était mélangé avec des pierres. Donc ces dames-là étaient devant un tapis roulant. Elles étaient une vingtaine de dames, et elles enlevaient les pierres. Elles remplissaient 100 boîtes à l'heure de pierres, 800 boîtes par jour. Tous les jours, sauf le dimanche. Ma maman a travaillé 30 ans dans cette fameuse placière, et ma maman a fait 15 ans. Donc voilà, nous sommes devant une collection de lampes de mine, bien sûr. Chaque mineur avait sa lampe pour descendre au fond. Et donc, c'est bien plus tard, vous regarderez, est arrivé les batteries
qui durait plus de 8 heures par jour. Ces batteries-là, en plus ils avaient une ampoule devant leur casque, ils y voyaient mieux que ces lampes-là, mais ils apportaient toujours une lampe de sûreté, ça s'appelle une lampe de sûreté. Pourquoi? Parce que quand il y avait du grisou, cette flamme qui est à l'intérieur devenait jaune, donc un mineur savait qu'il y avait du grisou. Tandis qu'avec ces batteries-là, il ne le savait pas. Donc l'avantage, c'était très important d'avoir une lampe de sécurité qui était là, pendue, et de temps en temps il a monté en haut parce que le grisou est inodore et incolore, mais il est toujours en surface. Donc un mineur montait sa lampe, et si la flamme devenait jaune et qu'elle s'éteignait, il fallait partir parce qu'il y avait du grisou, et le grisou s'enflamme avec une petite étincelle, tout explose. Je suis ravi d'avoir fait ce reportage avec ce jeune réalisateur qui est très talentueux. Merci.